Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue au Blaugrana Podcast. Le podcast 100% Barça en français. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club, sur le groupe Facebook Daily Barça et sur Twitter dans le compte @Blaugrana Pod. Sans plus tarder, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blaugrana Podcast. Ici avec vous, Michael, avec mon collègue Alec. Bonjour Alec. Salut Michael, comment ça va? Ça va bien toi? En pleine forme. Très excité, encore un nouveau podcast, Coupe du Monde. J'ai hâte. Avant de parler de la Coupe du Monde, j'aimerais tout d'abord féliciter l'AS Blainville pour leur victoire de 2-1 contre Oakville Blue Devils en première ronde du championnat canadien. Donc, comme tu sais, Alex, j'y étais mercredi dernier à Laval. Et la tendance était quand même assez élevée pour un match de ce niveau-là. C'était 1550 personnes, tu disais? Exact. 1500 personnes pour un match de ce calibre. Moi, j'étais vraiment impressionné. C'était quand même la première fois que les champions du Québec et les champions de l'Ontario étaient qualifiés pour le championnat canadien. Et ça a donné un vraiment bon match, un match qui était très serré et très âprement disputé. Donc, toutes mes félicitations à l'AS Blainville et en espérant qu'ils vont pouvoir confirmer leur qualification au match retour. Absolument. Moi, j'ai vu les images. J'ai pas eu la chance de voir le match. Ça avait l'air vraiment incroyable avec les fumigènes et tout. Le but, la reprise acrobatique à la 90e minute. J'aurais aimé être là, honnêtement. J'espère qu'ils vont pouvoir passer le prochain tour pour que je puisse aller voir jouer. Eh bien, on va les suivre de près. On va leur souhaiter la meilleure des chances et en espérant que tu auras la chance de les voir jouer la prochaine ronde contre Ottawa. Ce serait un bon match. J'espère que je vais finir ma session universitaire pour pouvoir aller les voir. Mais sinon, ouais, moi j'ai adoré ça. Je trouve que honnêtement, ça fait un grand bien au soccer local. Là. C'est une très belle image en fait. Effectivement. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial qui est président de la Peña FC Blaugrana Lyon, le groupe de supporters officiel du Barça à Lyon, et qui est également le secrétaire général de la FCB World Peñas Federation. Donc, un peu plus tard dans l'émission, on va pouvoir vous présenter à Monsieur Nicolas Fayet. Mais tout d'abord, on va commencer notre analyse de la Coupe du Monde, version Barça. On va aujourd'hui vous parler des joueurs du Barça qui vont représenter leur nation à la Coupe du Monde de cet été. Donc, Alec, il y a combien de joueurs et combien de sélections qui vont être représentés pendant cette Coupe du Monde si on regarde juste le Barça? 14 joueurs du Barça, donc dans 9 différentes sélections, des sélections plus prestigieuses que d'autres, là, donc l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, la Croatie, la France, par exemple. Sinon, bon, évidemment, je pense que l'Espagne, c'est celle en fait avec 4 joueurs du Barça. Donc la sélection la plus représentée par les joueurs du FC Barcelone. Parfait. Et est-ce qu'on peut parler aussi de la grande favorite de cette Coupe du Monde? Non, pour moi c'est le Brésil. Ah ouais? Mais après l'Espagne viendrait deuxième selon moi. Là, donc oui, je pense que c'est dans les grosses favorites. Mm-hmm. Les grosses favorites, mais pour moi c'est le Brésil avec l'ex Barça Neymar. Ben, quant à moi, je pense que cette Coupe du Monde, elle va nous présenter quelques sélections qui sont au-dessus des autres, évidemment. L'Espagne, le Brésil, l'Allemagne naturellement. Mais tu sais, il y a des belles équipes aussi comme l'Argentine, la Croatie, la France qui n'ont pas encore dit leur dernier mot et qui peuvent encore écrire leur histoire grâce à cette Coupe du Monde.
Absolument, faire un petit récapitulatif. Donc, il y a l'Allemagne avec Ter Stegen. On va en parler, qui finalement ne sera pas le gardien titulaire. L'Argentine avec Messi, bien évidemment. La Belgique avec Vermaelen. Le Brésil avec Coutinho et Paulinho. La Croatie avec Rakitic. La Colombie avec Yerry Mina. L'Espagne avec Jordi Alba, Gérard Piqué, Sergio Busquets et Andrés Iniesta. La France avec Umtiti Dembélé et peut-être Griezmann dans quelques jours. Et l'Uruguay avec Pistolero Luis Suarez. Donc, est-ce que tu veux commencer par peut-être faire une petite analyse de l'Espagne avec les 4 joueurs Oui, on peut commencer avec l'Espagne, avec les 4 joueurs. Et bon, on en parle souvent de ce temps-ci, donc on pourrait peut-être dire qu'il y aura peut-être un 5e Blaugrana dans cette équipe, avec Thiago. Le retour, oui. L'enfant prédit. On en parle beaucoup cette semaine, justement, que Thiago aurait offert ses services au Barça et le Bayern serait prêt à vendre pour une somme de 50 millions d'euros. Toi, est-ce que tu penses que c'est un prix qui est juste pour un joueur comme Thiago? Étant donné ses blessures, je te dirais que c'est un peu cher. Après, quand tu vas le marché actuel, ou des milieux de son âge, de sa capacité technique, pourrait partir pour 80 voire 100 millions. Là. Donc je trouve parler de montant de transfert maintenant, c'est dur à dire en fait, là, parce que ça dépend du côté marketing, ça dépend si c'est les Anglais qui achètent. Là, vu que c'est un retour au club, que je pense pas que Thiago... En fait, je pense pas que le Bayern pourrait avoir 50 millions d'une autre équipe, à moins que ce soit peut-être un PSG. Là. Mais sinon, c'est un peu cher, mais en même temps... vu le marché actuel, là, je pense que ça ferait du sens. Thiago, c'est quand même un gars qui connaît le Barça aussi. Donc, il n'y a pas de temps d'adaptation. Il a toujours dit qu'il voulait s'imposer au Barça et que c'est son rêve d'être un grand joueur au FC Barcelone. Donc, moi, c'est un joueur que j'adorais beaucoup, que j'ai quand même de la peine de le voir partir. Surtout que quand il est parti, on voyait un talent se profiler. Il n'y avait pas encore autant de blessures. Donc, moi, j'aimerais bien le revoir. Je pense que ça serait le joueur qui pourrait prendre la place à Iniesta là, dans le style catalan. Là. Tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on va possiblement voir Thiago à côté de Sergio Busquets et Iniesta dans ce milieu espagnol. Est-ce que toi, tu as eu la chance de voir quelques matchs amicaux de l'Espagne dans les dernières semaines? Je t'avoue que pas énormément. Par contre, moi, mon point d'interrogation, c'est vraiment le rôle d'Iniesta dans cette Coupe du Monde-là. Busquets, pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Piqué, Alba aussi. Mais est-ce qu'Iniesta a le coffre pour jouer tous les matchs? Est-ce que, tu sais, Iniesta... Tu sais, oui, mettons un Asensio à sa place ou un Isco à sa place qui sort de saison quand même phénoménal et qui sont surtout plus jeunes, donc plus affûtés physiquement. Est-ce que l'Espagne est meilleure avec ces gars-là ou avec un Iniesta quand même vieillissant? Toi, tu as peut-être vu plus de matchs que moi, mais Iniesta, moi, je le vois peut-être pas indiscutable en fait, cette Coupe du Monde. Moi, je te dirais, les derniers matchs que j'ai vus d'Iniesta avec La Roja, c'était les premiers matchs amicaux qui sont venus après les rondes de qualification. Puis Iniesta, quand il met le maillot de La Roja, c'est une machine, il peut jouer 90 minutes, puis c'est vraiment lui le boss de cette équipe. Okay. Maintenant, t'as raison, il y a beaucoup de matchs qui se sont joués depuis, puis t'as des Isco, des Asensio qui poussent derrière, mais je pense que d'entrée de jeu, ça va être la place d'Iniesta. Et c'est le tournoi, c'est la façon dont le tournoi se déroule qui va dicter comment les choses vont se poursuivre. D'ailleurs, il y a un match très difficile avec eux d'entrée de jeu contre le Portugal, avec une défense qui est assez hermétique, un style de jeu qui est très difficile à pénétrer des Portugais. Donc, je pense que c'est ce match qui va déterminer quel type d'équipe qu'on va voir par la suite, parce qu'après ça, avec un match contre l'Iran et un autre match contre le Maroc, je pense qu'Iniesta pourrait gérer. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment comment ce match-là va se dérouler qui va dicter la suite des choses pour l'Espagne. Absolument, et j'en profite pour parler de poser une question d'un auditeur, Monsieur Foot de Foot. Encore une fois, merci pour les questions. À une époque, on avait Puyol, Piqué, Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa, donc beaucoup plus de joueurs du Barça, et maintenant on en a seulement, entre guillemets, 4. Et sa question, en quoi le jeu du Barça influence-t-il encore le jeu de la Roja, ou peut-être qu'on va être d'un côté plus direct, plus Real Madrid, vu que c'est l'équipe qui vient de gagner? Selon moi, je pense que cette influence Barça,
on peut plus vraiment en parler en date d'aujourd'hui. Là. Pas seulement à cause des joueurs, mais également, comme tu l'as souligné, à cause du jeu. Del Bosque, il aimait bien s'inspirer de ce qui se faisait au Barça pour la Roja. Mais Lopetegui, c'est un entraîneur complètement différent, avec une mentalité complètement différente, et des choix complètement différents aussi. On peut en reparler, mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi Sergi Roberto a pas été sélectionné dans cette équipe. Donc, je pense pas que Lopetegui a nécessairement une inspiration qui vient d'un club ou un autre. Même le Real Madrid, qui a quand même gagné la Ligue des Champions cette année. Si on regarde ce qu'ils ont fait en Liga, je pense pas qu'ils étaient en mesure d'inspirer quoi que ce soit par rapport à la Roja. Moi, je pense que Lopetegui, il vient là avec son agenda à lui et qui va faire jouer l'équipe par rapport à sa propre philosophie. Mais je pense que les années où on avait un Barça qui était tellement dominant dans le monde du foot, qui a réussi à influencer non seulement la Roja, mais aussi la Mannschaft 4 ans plus tard, je pense que ces années-là sont révolues. Absolument, non, je suis d'accord avec toi avec ce point-là. Et surtout, tu sais, bon, on veut pas, il y a 4 joueurs, dont Alba, latéral gauche, donc bon, ça fait pas. On n'a plus le cœur d'une équipe. Sinon, passons à une autre qui, moi, ma favorite, le Brésil, avec Coutinho et Paulinho. Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, de ces deux joueurs-là? Est-ce qu'ils vont faire une grosse Coupe du Monde, selon toi, ou sinon de l'équipe du Brésil en général? L'équipe du Brésil, pour moi, c'est l'équipe qui... c'est sûr qui est parmi les favorites, qui est parmi les plus intéressantes, mais aussi celle qui a le plus à perdre. Parce que on attend tellement cette équipe du Brésil depuis longtemps. Et si tu te souviens, il y a 4 ans, elle était aussi considérée comme étant parmi les favorites. Et on attendait énormément beaucoup de cette équipe-là il y a 4 ans aussi. Mais j'ai l'impression que il va falloir que leur leader, pas seulement leur leader charismatique, mais leur leader en termes de talent, se transcendent tous. Parce que quand ça va être le temps pour le Brésil de jouer contre des équipes justement qui sont structurées depuis plus d'une décennie, comme l'Espagne par exemple, ou des équipes qui sont vraiment une combinaison de jeunes qui ont faim et qui veulent se prouver comme la France, ils vont avoir à aller chercher cette marge de plus. Sur papier, le Brésil, c'est peut-être la plus belle équipe. Non, je suis d'accord. Mais je pense que c'est au point de vue du caractère qu'il va falloir que les Brésiliens soient prudents. Moi, je suis d'accord. Par contre, la dernière Coupe du Monde, je pense qu'il était favori parce qu'il a joué à la maison plus qu'autre chose, là, parce que leur neuf, c'était Fred. Gardien, c'était Julio César qui joue au Toronto FC, qui était dernier de la MLS à l'époque. Donc, tu sais, je sais pas, je pense pas qu'il y avait un si gros effectif que ça. Et après le match, ils vont quand même en demi-finale. Puis, tu sais, oui, ils se prennent 7-1. Mais comme Reg disait au dernier Lopo Vendano qu'on l'avait reçu, là, tu rejoues ce match-là 10 fois, puis ils se prennent plus jamais 7-1. Non, c'est sûr. Je pense, peut-être qu'ils en perdent la majorité parce que l'Allemagne avait une meilleure équipe. Mais le 7-1, c'était un peu... Mais tu vois, c'est là où est-ce que je te parle de force de caractère. Parce que si on se souvient du contexte de ce match-là, Thiago Silva, leur capitaine, était suspendu. Neymar était blessé. Donc, ils ont comme un peu perdu l'âme de cette équipe-là. Et à la place de se rallier derrière ces deux joueurs-là et d'essayer de se transcender pour justement aller chercher le titre sans eux, ou d'aller chercher la qualification à la finale sans eux, je veux dire, ils ont comme laissé ces deux absences-là les affecter mentalement et ça les a complètement déconcentrés. Moi, c'est comme ça que je vois ce match-là. Absolument. Surtout, moi, Scolari, son plan A, c'était passer la balle à Neymar et son plan B, c'était rien. En fait. Il n'y avait aucun plan B. Tandis que là, Tite, il a comme installé une collectivité très intéressante avec beaucoup de joueurs. Tu sais, on parle justement du Barça, il n'y a pas que Neymar maintenant. Il y a Coutinho aussi qui est avec lui, qui est quand même un meneur de jeu, qui peut dynamiter aussi la défense. On a Paulinho qui peut rentrer en cours de match. Je pense pas qu'il va être titulaire. Là. Je pense que Fernandinho et Casemiro vont être devant lui. Mais qui peut faire une différence, surtout physiquement, en rentrant durant le match. Le rôle de Coutinho pour moi est plus important. Il va amener une palette plus importante que Neymar. Tu sais, t'as Firmino devant Jesus aussi. Moi, le Brésil, je la trouve solide. Là. Et pour Coutinho, je pense que pour sa confiance, pour sa saison prochaine au Barça, je lui souhaite. J'aimerais qu'il fasse une énorme grosse Coupe du Monde en fait. Là. Est-ce que tu penses que Coutinho peut se révéler comme étant le vrai
leader technique de cette équipe, même par-dessus un Neymar. Par-dessus Neymar, je pense pas, parce que je pense que Neymar est quand même une coche en haut de Coutinho, un peu dans tout. Par contre, c'est pas le même registre. Coutinho, on parle qu'il va remplacer Iniesta. Mhm. Moi, je pense que dans cette Coupe du Monde-là, si il fait vraiment le lien entre des Casemiro, Fernandinho et Neymar devant, c'est exactement ce rôle-là qu'il va au Barça, entre Busquets, Rakitic et Messi. Là. Mhm. Donc je pense que Coutinho, si comme meneur de jeu, il fait une énorme Coupe du Monde, je pense qu'il va rassurer certaines personnes qui doutent, comme moi, honnêtement. Moi, je suis un de ceux qui doutent de Coutinho à la place de Iniesta. S'il fait une grosse Coupe du Monde et qui prend ce rôle de meneur de jeu-là à un niveau où, par exemple, s'il remporte la Coupe du Monde, déjà, je pense que ça va être très bien en fait pour son futur avec le Barça ensuite. Là. Mhm. C'est à voir. Moi, je le souhaite en tout cas que Coutinho, dans un court tournoi, dans une si courte durée comme ça, s'il peut vraiment nous impressionner puis nous faire rêver pour l'avenir, je lui souhaite pleinement. Sinon, pour l'équipe qui est un peu difficile pour moi de prédire, l'Argentine, Ouais. j'ai suivi avec énormément d'intérêt et énormément de stress, je dirais, les rondes de qualification de l'Argentine. Et il y a un moment donné où est-ce qu'on croyait qu'elle n'allait pas se qualifier du tout, et qui vient les sauver à la dernière minute, pas juste dans cette ronde de qualification, mais on pourrait dire depuis qu'il porte l'uniforme albiceleste, Messi comme d'habitude. Ben, qui d'autre, j'ai envie de dire, hein, cette sélection, elle est moins... Moi, honnêtement, quand tu regardes les 23 joueurs, oui, il y a Messi, il y a Higuaín, Agüero qui est méconnaissable avec la sélection, Dybala qui a une saison moyenne. Il y a que Messi, tu sais, Di Maria, ça fait 2 ans, je pense 2-3 ans. En fait, depuis qu'il est parti du Real, qui n'est plus vraiment le même joueur. Depuis la dernière Coupe du Monde, en fait, qui n'est plus du tout le même joueur. Justement, on en parlait avec Arcadio, qui est fan du Barça aussi. On pourrait un jour l'inviter, pourquoi pas. Tu sais, je pense que tu me disais toi aussi, justement, quand on était en chemin, ça fait 19 mois qu'un autre joueur que Messi n'a pas marqué pour la sélection. Et c'était un but sur une passe de Lionel Messi. Donc c'est quand même, tu vois, qu'il y a une dépendance, mais trop importante. Là. Mm-hmm. Tandis que sur une Coupe du Monde, Messi ne pourra pas encore les amener en finale. T'sais. En 2014, il les a amenés en finale, mais il y avait un système défensif mis en place par Sabella qui donnait la liberté à Messi devant, et on a eu quand même un grand Di Maria. Et Higuaín avait été très bon jusqu'à la finale. Là, cette Di Maria-là n'existe plus. Cette défensive-là n'existe plus non plus. Le gardien qui se blesse. L'Argentine, selon moi, ça peut soit aller en demi ou soit se faire sortir en poule. C'est, comme tu dis, c'est dur à prédire. Là, à l'image de leur qualification où ils font des matchs nuls à la maison contre le Pérou, où à la fin ils doivent gagner sur un triplé de Messi, mais ils se prennent quand même le premier but du match. Moi, j'ai peur, honnêtement, pour l'Argentine. Et surtout, j'ai peur pour Messi. Là. J'ai l'impression que toutes ces défaites avec l'Argentine lui font très très mal. Là. Ça lui enlève quelque chose à chaque absolument, fois. Ouais, exactement. J'ai, je sais pas si tu sais, mais sur le site de la FIFA, il y a le fameux Bracket Challenge. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en fasse un pour le podcast. Ce serait le fun. Ouais, c'est clair. Absolument. Avec les auditeurs. Si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent nous envoyer un petit tweet. Mais j'ai fait mon bracket. Et moi, dans mon bracket, la façon que je l'ai organisé, l'Espagne tombe contre l'Argentine en quart de finale. Ok. Moi, ce match-là, pour l'Argentine, j'ai peur. La dernière fois, l'Espagne nous avait battu 6-1 en match amical. Messi était pas là, mais 6-1 quand même. Ouais, Messi est en tribune. Ouais. C'était en Espagne, si je me souviens bien. Ouais, au Wanda, je pense. C'était pas le match d'ouverture du stade, un truc comme ça. Un des premiers matchs au stade, je crois. Je sais pas trop, mais je sais que Messi l'avait mal digéré ce match-là. C'est sûr que c'est un match amical, le contexte est différent, mais quand même, on voit vraiment une différence d'organisation, de structure, de caractère, d'expérience, de calibre. Et j'ai l'impression aussi que dans la sélection argentine, il y a une énorme disparité de talent à l'intérieur même de la sélection, à l'intérieur même du 11 titulaire. T'as un mix entre des joueurs qui jouent en Europe puis des joueurs qui jouent en Amérique du Sud. Ouais. T'as des joueurs qui viennent à peine, qui en sont à leur première sélection et à leur premier ou deuxième tournoi international. Donc, moi, j'ai énormément de doutes.
Et j'ai des doutes aussi sur le sélectionneur d'ailleurs, Sampaoli. Ouais, Sampaoli, à sa défense, un peu, il est arrivé vraiment en catastrophe à la fin, quand l'équipe était pas qualifiée. Il est arrivé, il a fait 3 matchs nuls direct. Ouais, c'est vrai que c'était difficile. Et Sampaoli, en fait, il n'a pas encore prouvé dans une grande équipe ou une grande... Mais en fait, quand il a gagné avec le Chili 2 Copa América de suite, il arrivait avec une équipe qui n'était pas favorite, avec des joueurs un peu avec un esprit revanchard, de comme on nous critique, on va vous montrer que c'est nous les meilleurs. Et là, j'ai envie de dire que l'Argentine arrive comme ça aussi. Cette année-là, ils n'arrivent pas comme les favoris. Ils arrivent avec des joueurs que Messi injustement, Higuaín un peu injustement, Agüero, Di Maria, Mascherano, bref, pas mal tous les joueurs. Tout le monde leur dit qu'ils sont pas bons avec l'Argentine, ils vont choquer, le maillot est trop lourd pour eux. Et ils arrivent tous avec, même Sampaoli, on dit que c'est pas un assez bon sélectionneur, donc ils arrivent tous avec cette mentalité, on veut prouver que oui, on est bon, on est l'Argentine, un peu comme il est arrivé avec le Chili. Donc je me dis que peut-être ça va peut-être leur ramener l'esprit. Aussi, Messi a déclaré qu'on n'est pas favori, qu'on est une équipe outsider. Moi, je pense que ça peut changer de mentalité, leur enlever un petit peu de pression dans les épaules. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est une brillante stratégie de la part du capitaine, de la part de Messi, pour justement envoyer la pression sur les autres grandes sélections qui vont participer à ce tournoi. On devrait peut-être aussi glisser un mot sur notre ancien Blaugrana, Mascherano, qui a réalisé son objectif de participer à cette Coupe du Monde et qui va jouer comme milieu défensif, si je comprends bien, de la façon que les matchs amicaux ont eu lieu. Ouais, en fait, ce qu'Arcadio nous expliquait, c'est qu'il jouait à 2 défenseurs centraux avec 2 latéraux qui montent beaucoup et Mascherano en 6. Comme quand il est avec le Barça, comme Busquets avec le Barça, c'est-à-dire que quand ils perdent la balle, ils descendent entre les centraux. Quand ils ont la balle aussi, ils se mettent entre les centraux pour relancer, donc ça fait une défense à 3. Okay. Donc un genre de milieu défensif, exactement. Donc je pense que Mascherano va jouer là, qui est sa meilleure position. Mais tu sais, Otamendi, Fazio et Mascherano, c'est lent. Ça court pas vite. Donc tu sais, contre une équipe contre le Nigeria, qui sont très rapides, contre l'Islande aussi, ça va être compliqué. Dans le fond, à chaque perte de balle, ça va être chaud. Il va falloir empêcher les relances rapidement. Il va falloir que la pression soit rapide devant. Et c'est pas comme s'il y avait un grand gardien pour sauver les meubles. Je pense que c'est Willy Caballero qui va être titulaire. Non, Caballero, je pense pas qu'il est titulaire vu qu'il déjà a 37 ans et qu'il regarde tous les matchs sur le banc. Je pense que ça va être un gars comme Armani, qui encore une fois, Arcado nous expliquait qu'il joue à River Plate, qui a gagné la Libertadores, et qui joue tous les matchs qu'en Argentine on aime bien. Donc c'est un gars qui arrive en confiance, qui joue des matchs, et l'autre c'est Nahuel Guzman qui joue au Mexique, donc j'ai oublié son équipe, mais qui joue encore tous les matchs et qui a remporté des tournois en fait au Mexique, donc qui est quand même bien une bonne cote là-bas aussi. D'accord. Qui est né à Rosario, il joue au Tigres, donc je pense que c'est une bonne équipe en fait. Une bonne équipe du Mexique. Ouais. Exactement, donc il connaît la pression, il connaît les gros matchs, il connaît les attentes, donc un des deux en fait. D'ailleurs, Guzman, si tout le monde a probablement vu la vidéo, là, c'est quand un joueur essaie de lui mettre un lob milieu de terrain puis qu'il l'arrête en faisant un contrôle poitrine pour lui dire comme non, ça marche pas. Donc on voit quand même un gros caractère. Donc oui, Romero s'est blessé, mais Romero jouait pas. Donc là, t'as 2 gardiens qui jouent, peut-être moins connus, mais ça pourrait faire la différence. Parfait. Sinon, on passe à une autre équipe qui va être dans ce groupe avec l'Argentine, la Croatie. Ça, c'est un match que j'attends. Oui, absolument. Il y a 2 matchs que je veux vraiment voir dans les phases de poule. T'as Espagne-Portugal, puis t'as Argentine-Croatie. Puis la Croatie qui nous fait tant rêver avec ce milieu de rêve qu'ils ont. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est une autre équipe de laquelle on attend toujours beaucoup et qu'au pire des moments réussit pas à aller chercher cette victoire qui va les emmener dans le prochain niveau. Est-ce que tu penses que la Croatie de Rakitic peut aller faire une performance meilleure de ce qu'elle nous a habitués jusqu'à maintenant? Je pense que leur pic c'était l'Euro 2016 où avant le match du Portugal c'était une des meilleures équipes du tournoi. Ils battent l'Espagne, mais pas par chance là. Ils battent l'Espagne en jouant mieux que l'Espagne qui jouait très bien là, cet Euro là avant leur match contre la Croatie.
Et après, je pense qu'ils ont un peu choqué contre le Portugal. Le Portugal qui a joué un style que je pense que la Croatie, il y avait tellement le ballon qu'ils se demandaient comme, pourquoi on a autant le ballon, qu'est-ce qu'on doit en faire. Fait qu'ils sont un peu brûlés là-dessus à trop réfléchir. Là, j'ai l'impression qu'ils arrivent un peu moins en trombe, on les attend un petit peu plus. Perisic est moins tout feu tout flamme qu'il était il y a 4 ans. Mandzukic est rendu vieux. On l'a vu avec la Juventus. Là, il est passé la moitié de l'année en plus en jouant milieu gauche pas trop pour défendre surtout. Donc ils n'ont pas vraiment de neuf. Le milieu par contre, là, Rakitic, Kovacic, Modric et même Brozovic de l'Inter que j'aime beaucoup. Ça va être compliqué. Là. S'ils décident de garder la balle, ça va être difficile d'aller la rechercher. La défense, moi je la trouve pas très bonne non plus. Donc je pense pas que la Croatie va faire un gros parcours. Après je pense qu'ils peuvent, ça va être le test de l'Argentine je crois. Ils peuvent leur mettre des bâtons dans les roues. La Croatie peut finir première aussi parce que l'Argentine n'a pas, comme on a dit, là, n'a pas la meilleure équipe, la meilleure sélection qu'ils ont déjà eue. Mais je pense pas que la Croatie pour moi fait figure d'une équipe surprise ou une équipe frisson. Là. Je pense que ça va, même s'ils finissent première, ça va. Faudrait voir contre qui ils tomberaient. Là. S'ils finissent premier, ils tombent. Les deuxièmes du groupe C, non? C'est avec le Pérou, genre. Ouais, s'ils finissent première, je pense qu'il y a moyen de passer. Oh, ça serait intéressant comme match Croatie-Pérou. Moi, moi encore mieux, j'aimerais voir Argentine-Pérou en 8e. Ouais. Ça mais c'est un match c'est quand même un match qu'on a déjà vu. Croatie-Pérou. Ouais, mais là, c'est Coupe du Monde. Si le Pérou sort. Parce que le Pérou, en qualification, ils ont pas mal eu le dessus sur l'Argentine. Mais là, si Pérou sort l'Argentine de la Coupe du Monde, ça, c'est le genre de match on va en parler dans 40 ans. Là. Ouais. Un match d'anthologie. C'est clair. Puis c'est un match sud-américain où il va y avoir des coups, il va y avoir des gros tacles, il va y avoir des drills, il va y avoir des émotions. Moi, j'aimerais voir Argentine-Pérou en 8e, en tout cas. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va maintenant faire place à notre invité du jour, le président de la Peña de Lyon, du groupe de supporters de Lyon, ainsi que le secrétaire général de la FCB World Peñas Federation, et comme je l'ai annoncé hier, le tout nouveau modérateur de Daily Barça, Monsieur Nicolas Fayet de Lyon en France. Donc, salut Nicolas, bienvenue au Blaugrana Podcast. Bonsoir. Donc, Nicolas, on est en train de parler, comme tu sais, des différents joueurs du Barça qui vont représenter leur sélection à la Coupe du Monde de cet été. Donc, puisque tu nous parles en direct de France, si tu peux nous parler un peu des joueurs du Barça qui vont représenter les Bleus pendant cet été? Oui, donc il y a plusieurs joueurs français du Barça dans la sélection qui va partir en Russie. Donc Samuel Umtiti, l'un des meilleurs défenseurs du monde, qui est titulaire en équipe de France. Et avec lui, la France est sûre d'avoir une bonne défense. Et ensuite, Ousmane Dembélé, un des meilleurs jeunes talents pour le football mondial, en attaque, va faire pas mal de bonnes choses. On l'a vu face à l'Italie notamment. Et je pense que la France, avec ces deux éléments-là, va aller loin. Ok, Umtiti arrive en patron, comme tu l'as dit, je suis 100% d'accord avec toi. Là, par contre, à l'image de son comparse Varane, ils ont comme pas de leader à leur côté. Ils ont pas de Piqué, ils ont pas de Ramos. Est-ce que Umtiti, tu penses, a les qualités qu'il faut pour vraiment être le patron de cette défense-là, là, avec son caractère, son leader qui a déjà démontré au Barça, selon moi? Est-ce que tu penses qu'il peut le faire en EDF aussi? En équipe de France, il peut le faire, mais après, c'est à Didier Deschamps de donner la consigne, soit à Varane, soit Umtiti. Varane, peut-être, il a un peu plus d'expérience en équipe de France, donc c'est peut-être lui qui va prendre le lead. Mais après, voilà, c'est vraiment à Didier Deschamps de donner la consigne pour pas qu'il y ait de petits conflits en défense. Moi, je pense que Varane donc, a un peu plus d'expérience, donc ça sera un peu plus logique qu'il prenne le lead. Mais après, si Varane ne joue pas avec Umtiti sera bien sûr le leader de la défense. Maintenant, toi, Umtiti, c'est un joueur que tu as vu depuis très très longtemps. Qu'est-ce que tu penses de sa progression, disons, depuis ses années à Lyon jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, quand je le suivais à Lyon, c'était un bon joueur. Mais à vrai dire, j'ai été étonné
par sa venue au Barça. Parce que c'était un bon joueur, mais sans plus. Moi, je ne m'attendais pas à avoir une telle marge de progression, une telle réussite. Ça me surprend positivement, tant mieux pour le Barça. Et les Lyonnais disent qu'ils sont assez peu surpris. Les Lyonnais purs, parce que moi je suis Lyon, mais je suis davantage le Barça. Et les Lyonnais, qui le suivent depuis le tout début, disent que 25 millions d'euros, vraiment, c'est cadeau pour le Barça. Jean-Michel Aulas a bradé Umtiti au Barça. Pourquoi? Parce que le Barça, c'est le club de cœur de Umtiti et que Aulas avait fait la promesse à Umtiti de partir au Barça. Donc c'est pour ça qu'il a quasiment offert Umtiti au Barça. Et c'est vrai que pour moi, ça reste quand même une très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à voir un défenseur aussi bon, aussi fort et s'imposer aussi rapidement au sein du Barça. Absolument, je me rappelle moi Umtiti à l'époque où j'ai toujours bien aimé regarder Lyon parce qu'il y avait toujours des jeunes qui arrivent qui ont cette qualité technique là. Umtiti jouait souvent latéral gauche quand on savait que c'était pas forcément sa position. Moi, c'est surtout à l'Euro 2016 que je l'ai vu vraiment exploser, là, vraiment qui est passé l'étape. Il brisait des lignes avec des passes. Et c'est là, quand le Barça l'a acheté, je me dis, pour elle, c'est un bon achat. Il sort proprement balle au pied. Après, comme tu l'as dit, Nicolas, défensivement, ça hargne et ses tacs, son marquage, tout ça, moi aussi, il m'a un peu bluffé. Et peut-être, à l'inverse, Dembélé, lui, il sort d'une saison un peu plus difficile. Donc, beaucoup de blessures, peut-être des nouvelles aussi extra-sportives qui n'étaient pas nécessaires non plus. Comment lui arrive en cette Coupe du Monde-là? C'est vrai que Dembélé sort de pas mal de blessures cette saison, donc je pense qu'il va attaquer la Coupe du Monde pas en tant que titulaire, et ça va être vraiment un joker, parce qu'il a beaucoup de vitesse, il va rentrer, j'imagine, en cours de match, et avec ses pointes de vitesse, ses dribbles, il va faire du mal. Il va faire du mal aux défenses adverses. Donc je pense que Deschamps a fait le bon choix en prenant Dembélé, parce que voilà, pour moi, il a pas mal joué en fin de saison avec le Barça. Il a beaucoup de talent et ça aurait été une erreur de ne pas le prendre. Et Dembélé va prouver qu'il mérite sa place en équipe de France. Et pour moi, vraiment, c'est une chose très bien. Et en plus, pour lui, ça va être très bien parce que comme il n'a pas eu le temps de beaucoup jouer cette saison au Barça, on pensait qu'il allait partir en prêt ou limite être vendu. Mais là, comme il fait une bonne préparation, et s'il fait une bonne Coupe du Monde, le coach va le garder, c'est sûr. Est-ce que tu penses justement que au cours de cette Coupe du Monde, Dembélé pourrait arriver à s'imposer comme titulaire avec l'équipe de France? C'est possible, oui. Il y a plusieurs matchs à jouer lors de cette Coupe du Monde. S'il monte vraiment en température, il peut démarrer après dans le 11 de départ. Et par la suite, vraiment être un titulaire indiscutable pour les futures années en équipe de France. Ouais, même au Barça, je pense que cette Coupe du Monde-là, justement, tu l'as mentionné, on parlait beaucoup que Dembélé allait en prêt, qu'il n'était pas prêt pour le Barça. S'il te sort une grosse Coupe du Monde, l'année prochaine, je pense qu'on en parle comme titulaire. C'est possible, c'est possible. Après, avec Coutinho, peut-être Griezmann, ça va faire pas mal de postes devant. Donc les places vont coûter très cher. Il faudra vraiment être au top à chaque match. Parfait. Donc maintenant, pour revenir à ta ville de résidence, à Lyon, explique-nous un peu ton implication dans le mouvement des groupes de supporters du Barça. Donc, moi, ça a commencé en 2006. J'ai créé mon association à Lyon. Donc, la Peña, que j'ai fondée avec Florian, c'est parti d'un groupe d'amis sur un forum du Barça. On s'est réunis à Lyon et on a créé la structure. On a fait les démarches ensuite. On a été officialisé en 2007. À l'époque, j'étais encore étudiant. Je venais de passer le bac. Donc, vraiment, ça a pris un peu de temps, c'est vrai, au départ, parce que j'étais vraiment dans les études de BTS, master et tout.
Mais ça a grandi depuis maintenant 12 ans. On a commencé, on était un groupe de 10, maintenant on est 180. Et avec cette peña, j'ai ensuite fait d'autres choses. J'ai intégré la Fédération Monde des Peñas grâce à Tony Fréré, qui est le président. Il a vu que j'étais impliqué dans le mouvement des Peñas, car en 2012, j'ai créé à Lyon le premier congrès des Peñas françaises, qui ensuite s'est étendu et est devenu un congrès des Peñas francophones, qui s'étend d'année en année. Donc il y a eu d'abord la France, ensuite l'Europe, l'Afrique et maintenant le Canada. Donc j'ai pas mal de choses à faire dans les Peñas parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet de rencontrer beaucoup de personnes. Donc c'est très enrichissant parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment bien, intéressantes. Moi j'aime bien le partage et tout. Et j'aime bien véhiculer mon amour du Barça. J'aime bien en parler, tout ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien m'impliquer dans le mouvement des Peñas. C'est parfait. D'ailleurs, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne le savent pas, moi-même, je suis président du Club Blaugrana de Montréal et Alec, ici avec moi, est membre de notre Peña. Et je voulais en profiter pour dire aux auditeurs que Nicolas, il m'a été d'une très 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 grande aide quand ça a été le temps de bâtir notre projet ici à Montréal et d'officialiser notre Peña. Donc on a hâte de te croiser au prochain congrès des Peñas francophones. Si tu peux nous parler un peu de cette initiative. Voilà, donc les congrès des Peñas francophones, ça a lieu chaque année. On change de ville chaque fois, donc ça a commencé à Lyon. Cette année, c'était à Carvin, mais on est déjà parti au Maroc, à Casablanca, et notamment, on va revenir au Maroc en 2019 à Marrakech. Voilà, ça sera si je ne me trompe pas, le 9e congrès des Peñas francophones. Voilà, le but de ces congrès, c'est se rassembler, se réunir, parce que on est nombreux, on est de plus en plus de Peñas dans la francophonie, et le but c'est de se retrouver, de se connaître, et ensuite partager nos problèmes pour trouver des solutions, partager nos points forts, nos bonnes pratiques, et ensuite faire des liens d'amitié durables dans le temps, pour qu'ensuite, quand on voyage, on puisse trouver une maison Blaugrana partout. D'accord. Alex, tu voulais ajouter? Bon, en fait, c'est presque de l'admiration, je pense, que pour ce que Nicolas fait, et même toi, Michael, honnêtement, là, c'est pour toi-même t'avoir parlé beaucoup. Le monde ne s'en rend pas compte, mais c'est énormément de travail, et c'est vraiment que pour la passion, c'est que pour la passion du Barça. Donc, je vous dis merci, tout simplement. Merci beaucoup, Alex, c'est très gentil de ta part. C'est gentil, oui. Sinon, Nico, est-ce que, comme je l'ai déjà annoncé maintenant il y a quelques semaines, je vais être à Dallas au mois de juillet pour la conférence des Peñas nord-américaines et en marge du match du Barça contre la Roma. Est-ce qu'il y a des chances qu'on puisse te rencontrer là-bas? Alors, je pense que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les billets d'avion pour Dallas sont très chers. Et que même si j'aime voyager, ça représente une forte dépense. Et après, quelques jours après, il y a le congrès mondial à Barcelone. D'accord. Donc, il y a un choix à faire. Je vais privilégier le congrès mondial à Barcelone parce que c'est moins cher, c'est plus proche. Mais si Dallas avait été moins cher, je pense que je serais venu. Avec plaisir. Tu vois, Nico, moi j'ai eu la même réflexion avec le congrès mondial des Peñas de cette année. Je devais choisir entre Dallas et Barcelone. Et bon, j'ai eu la même réflexion que toi entre les deux. Je me suis dit peut-être Barcelone, ça va être à une prochaine fois. Et j'ai décidé de prendre Dallas. Mais c'est de bonne guerre. De toute façon, on aura la chance de faire un congrès ensemble dans un avenir très rapproché. Avec plaisir. Je pense que tu as fait le bon choix parce qu'à Dallas, il y a beaucoup de Peñas qui vont se réunir. Donc ça va être l'occasion
d'établir des liens d'amitié qui serviront pour le futur. Et ensuite, on va se retrouver, je pense, en 2019 à Marrakech. Ça, c'est sûr et certain. Je vais essayer d'emmener avec moi la plus grande délégation possible. Comme tu sais, parmi nos membres, on est très diversifiés. On est des gens qui viennent de cultures différentes. Donc, il y a déjà une ouverture sur le monde à l'intérieur de notre groupe et je pense que ça va faire plaisir à énormément de nos membres de venir faire le voyage avec nous à Marrakech. Très bien. Il faut, je pense, qu'on soit au minimum 100, comme ça. Plus on est nombreux, plus la personne présente pour le Barça sera à un poste élevé. Donc, si on est nombreux, j'invite tout le monde à venir et ça va être un très bon moment. Justement, tu t'emmènes un bon point. Si tu pourrais nous dire quel genre d'invité de marque ou de dignitaire qu'on a reçu dans le passé dans ce genre de congrès? Donc, dans le passé, on a reçu des José María Valdés, donc le directeur des Peñes. On a reçu Pau Vilanova, membre du board en charge du social. On a reçu Xavier Villajoana, membre du board en charge du football amateur. Donc, on a des personnes vraiment très haut placées qui viennent parce que les Peñes, c'est très important pour la direction du Barça. Ça représente un vivier de voix, les socios, et ça permet également de maintenir ce mouvement en vie et de donner la motivation à des Peñes de faire ça également, parce que ça diffuse les valeurs du Barça. Donc les dirigeants se déplacent volontiers, et plus on est nombreux, plus la personne sera haut placée. Et pourquoi pas à Marrakech avoir Jordi Cardona, le vice-président du Barça. Parfait. Est-ce que ça arrive à l'occasion que des légendes du Barça se présentent à ce type d'événement? C'est possible, mais par contre, c'est, je pense, un aspect financier à avoir ça. À Dallas, peut-être, ça sera possible. Ça a été fait pour des inaugurations de FC Escola. Pour des Peñes, de mémoire, ça n'a pas été fait encore. Parce que ça représente un coût financier et c'est pas négligeable. D'accord. Alec? Bon, non, je trouve ça formidable. Honnêtement, pour être honnête avec vous, avant de connaître Michael qui parlait de tout ça, je savais pas vraiment que ça existait. Je savais qu'il y avait des peñas et tout, mais qu'il y a des rassemblements à Marrakech et tout, qu'il y a du monde du Barça qui y vont. Je trouve que c'est quand même logique, là, comme Nicolas a dit, c'est quelque chose d'important pour le Barça. Et encore une fois, ces gens-là ils font ça par passion pour le club. Donc je pense que c'est un beau geste aussi du Barça d'avoir des représentants. Et je pense que ça ne peut qu'aller en se grandissant. Là. Puis encore une fois, vous faites le travail pour ça aussi. D'ailleurs, c'est du monde à Montréal qui nous écoute. Vous pouvez facilement contacter Michael pour avoir plus d'informations. Pour s'inscrire à la Peña de Montréal, on fait des événements souvent pour voir les matchs. Et c'est super le fun. Parfait. Donc, est-ce que tu voulais qu'on passe aux prochaines sélections? Ouais, il nous en reste 3 sélections. L'Uruguay, avec Luis Suarez, évidemment, qui est peut-être sa dernière Coupe du Monde, non? Probablement sa dernière Coupe du Monde, même. On parle de lui comme peut-être, ça fait 2 années qu'il est ordinaire un peu avec le Barça. Est-ce qu'on doit prendre un 9 ou non? Donc je pense que Luis Suarez doit faire une grosse Coupe du Monde. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi, sa Coupe du Monde-là va avoir un gros impact, en fait, sur la suite de sa carrière au Barça. Là. Nico? Je pense que Luis Suarez a sa place au Barça parce qu'il se défonce sur le terrain. C'est vrai que les derniers mois, il a été, on va dire, moins en vue. Il a eu beaucoup de déchets, mais ça reste quand même le 2e meilleur buteur du Barça. Donc c'est un renard des surfaces. Pour moi, on ne peut pas le mettre à la porte. C'est sûr que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il commence à être âgé. Mais quoi qu'il arrive, il se donnera toujours à fond pour le Barça. Et on va compter sur lui pour l'année prochaine. Est-ce que tu penses justement que l'année prochaine, c'est possiblement la dernière année où est-ce qu'on peut compter sur un grand Luis Suarez? Ou est-ce que tu penses qu'il lui reste, disons, du football de très très haut niveau pour une plus longue période que la saison qui va suivre?
Je pense que la saison prochaine, ça sera sa dernière saison en tant que titulaire. Par la suite, il sera toujours au Barça, il aura sa place, mais plutôt en tant que remplaçant. Parce qu'il commence à se faire un peu vieux, mais il a toujours le flair, il a toujours l'œil, donc on ne peut pas se passer d'un buteur comme lui. Moi, je pense que c'est ce qui a manqué avec Luis Suarez. Je suis d'accord avec vous. C'est surtout ce que Nicolas dit, la hargne que Luis Suarez, on ne peut pas lui enlever. Et ça fait du bien au Barça. Des fois, le Barça, il manquait toujours un petit peu ce caractère-là. Depuis que Puyol est parti, on le retrouve un petit peu moins sur le terrain. Suarez, il l'a. Après, moi, je pense que l'erreur du Barça, c'était de laisser Suarez sans aucune compétition. Parce que Suarez, il pouvait faire 6 matchs médiocres. Et puis, non, il ne faisait pas exprès, bien évidemment, mais il n'y avait personne pour le remplacer. Donc, il fallait le laisser sur le terrain tout le temps, tandis que même quand Neymar était là, et Neymar marquait beaucoup, on dirait que Suarez, il se donnait encore plus. C'est pour dire, moi aussi, je peux marquer des buts. Et il avait fini, je pense, avec une de ses meilleures années en carrière. Donc, je pense que l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire, Suarez, il reste une bonne année, on recrute personne. Mais moi, ça fait 2 ans, je trouve que Suarez, il pue vraiment dans les conversations de meilleur neuf au monde, parce qu'il est en pente descendante. Et il joue trop de matchs, en fait. Surtout pour son style de jeu très physique, là. Je trouve qu'il joue un petit peu trop de matchs. Pour moi, je pense qu'on a recruté un autre attaquant. Peut-être pas un neuf pur, mais tiens, Griezmann, je trouvais ça intéressant pour alterner Suarez-Griezmann. Et je pense que Suarez, il a cette attitude-là. Je pense pas que ça lui dérangerait de pas jouer tous les matchs 90 minutes. Je pense qu'alterner Griezmann pour le bien de l'équipe, encore une fois, je pense que Suarez accepterait de le faire. Et c'est ça que le Barça doit faire. Après, si Suarez il met 2 buts par match, il va me prouver que j'ai tort. Mais je pense que le Barça doit recruter un autre attaquant. Moi, je pense justement que c'est pour ça. C'est peut-être ça une des raisons pourquoi que Suarez il se transcende quand il joue pour l'Uruguay. C'est parce qu'il y a un Cavani à côté de lui qui est en pleine possession de ses moyens et qui est dans son prime et qui lui donne une compétition directe. Bon, même s'ils jouent quand même tous les deux ensemble, un à côté de l'autre, je pense que le fait qu'il y a Cavani à côté de lui pour le motiver, ça lui permet justement d'atteindre ce très très haut niveau quand il joue pour l'Uruguay. Pas faux. Pas faux. Il y a aussi les joueurs d'Uruguay ont cette qualité-là de tout donner pour la sélection. Là. Des Diego Godin, des Jiménez, des Cavani. Les gars, ils se donnent à fond. Là. S'ils doivent mourir pour une victoire, ils vont le faire, j'ai l'impression. Là. Voilà, donc je pense que ce côté-là, on doit garder Suarez pour ça. Mais cette Coupe du Monde-là, pour Suarez et pour le Barça, je pense que ça va me donner quelques réponses. Maintenant, Nico, j'ai une remarque. Oui. J'ai une remarque. Pour la concurrence, en neuf, on a recruté Paco Alcácer. Sauf que malheureusement, il s'est blessé plusieurs fois cette saison. Mais à la base, il était là pour ça. Il était là pour être en concurrence avec Luis Suarez. Mais le fait est qu'il s'est blessé plusieurs fois. Il a eu du mal à revenir. Donc Valverde ne l'a pas fait jouer. Mais vraiment, Paco Alcácer était vraiment là pour ça à la base. C'est vrai. Mais penses-tu, Nico, qu'on aurait possiblement surévalué la marge de progression de Paco Alcácer quand on l'a recruté? Je pense qu'on n'a pas donné sa chance à Paco Alcácer. On l'a fait jouer. C'est vrai qu'il n'a pas marqué tout de suite. Mais après, par la suite, à un moment, je ne sais plus si c'était en début de saison, il avait marqué pas mal de buts. Mais après, sa bonne forme a été coupée nette par une blessure. Et après, il n'est plus jamais revenu dans la saison. C'est vrai. Pas faux. Et sinon, maintenant, on passe à une autre équipe, l'Allemagne. Là, Manuel Neuer semble être le titulaire, tandis qu'il a été blessé toute l'année, carrément. Et on a un Ter Stegen qui a été phénoménal avec le Barça, encore une fois. Je pense que le monde s'en rend de plus en plus compte. Nous, les fans de Barça, on l'a vu depuis plusieurs années, qui honnêtement, d'année en année, devient meilleur en meilleur. Toujours présent dans les grands matchs, ballon au pied. Je le dis tout le temps, il pourrait jouer numéro 6 dans une équipe. Il est très, très habile. Moi, j'étais un peu très surpris en fait que ce soit Neuer. Je sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Je pense que Ter Stegen aurait dû être titulaire pour cette Coupe du Monde. C'est vrai, moi je suis également surpris. Il méritait d'être titulaire. Après, le sélectionneur a voulu privilégier Neuer parce que c'est un ancien, peut-être pour la cohésion du groupe, parce qu'il a des automatismes avec certains joueurs. C'est peut-être ça. Après, c'est que des suppositions, mais je peux comprendre la frustration de Ter Stegen parce qu'il a fait une saison formidable et c'est pas la première. Donc, comme c'est un compétiteur, c'est normal qu'il réagisse comme ça.
Mais question de cohésion du groupe, quand même, Ter Stegen avait fait partie de cette équipe l'année dernière qui avait remporté la Coupe des Confédérations. Est-ce que ça aurait pas été un choix plus logique de la part du sélectionneur de continuer l'aventure justement avec Ter Stegen? C'est possible. Mais après, c'est vraiment le sélectionneur qui sait ce qu'il fait. Donc après, nous, on peut dire que des suppositions et on ne connaît pas la vérité. C'est vrai. Parfait. Donc maintenant, rapidement, il nous reste deux sélections où on a des joueurs du Barça qui vont pas nécessairement s'imposer trop selon moi. Il y a la Belgique de Thomas Vermaelen. Est-ce que tu penses vraiment, Alec, que Vermaelen va voir tant d'action que ça avec un Vertonghen puis un Alderweireld devant lui? C'est vrai que c'est difficile pour lui. Après, la Belgique, tu sais, même Compagnie est blessé, ils l'ont quand même pris. Est-ce que Vertonghen va jouer défenseur gauche et Vermaelen axial ou l'inverse? Vermaelen, pour moi, quand il est en santé, c'est un des meilleurs défenseurs au monde, carrément. Je pense que cette sénérité-là, cette relance très propre, qui fait de lui un très bon joueur du Barça, d'ailleurs, quand il est en santé, et donc de la Belgique aussi. Malheureusement, comme on le mentionne souvent de son côté, s'il se blesse, il se blesse très souvent. S'il se blesse à la Coupe du Monde, ça va être peut-être la blessure de trop aussi pour sa saison au Barça, même si je pense qu'on va le vendre cet été. C'est dur à dire. Vermaelen, pour moi, est un très bon joueur. Il faut juste croiser les doigts qu'il ne se blesse pas. Nico? C'est vrai, Vermaelen est très fort. On l'a vu notamment en décembre quand Titi était absent. Il a très bien remplacé Titi. Au Classico, c'est un match formidable. C'est vrai. Donc, je pense que Vermaelen peut faire quelque chose avec la sélection, mais après, tout dépend de son physique, parce qu'il se blesse vraiment très rapidement, on ne sait pas pourquoi. Donc, tout dépend de ça. Et moi, j'espère que, personnellement, il va quitter le Barça, parce qu'un joueur comme ça, on ne peut pas compter sur lui, on ne peut pas être sûr de compter sur lui toute une saison, parce qu'il peut se blesser n'importe quand, et un joueur avec un tel salaire et tout, c'est pas possible. Exactement. Justement, parlant de défenseurs centrales au Barça qui sont sur le départ, il y a Yerry Mina avec la Colombie, qui selon moi, j'avais lancé cette prédiction. Je crois pas qu'il va jouer plus que 60 minutes pour la Colombie dans la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que ça va être difficile, hein, surtout qu'il n'a pas joué au Barça. Il a presque pas joué au Barça et quand il a joué, c'était moyen. Après, est-ce que c'était son style de jeu? Est-ce que, tu sais, c'est quand même une grosse compétition pour lui. Hein? S'il est un blessé et on l'appelle à jouer, s'il fait une grosse Coupe du Monde, peut-être que le Barça va peut-être se dire, on lui laisse une autre chance, quoi que ce soit. Mais ça semble vraiment être un long shot, comme on dit. Là. Selon moi, il va pas jouer énormément à la Coupe du Monde. Puis c'est un autre achat bizarre du Barça. Je pense pas qu'il va rester au Barça non plus, à moins qu'on achète personne. Moi, pas de grosse attente en fait d'Yerry Mina du tout. Et pour toi, Nico? C'est vrai que Yerry Mina a joué que quelques matchs avec le Barça, et à chaque fois qu'il a joué, c'était catastrophique. Donc, il va partir du Barça, et j'espère qu'il va jouer la Coupe du Monde, qu'il va jouer plusieurs minutes et plusieurs matchs, parce que comme ça, sa cote va monter, et le Barça pourra le vendre plus facilement. C'est vrai, c'est un point de vue intéressant. Hein. J'espère bien, mais avec un Davinson Sanchez et un Christian Zapata devant lui, ça va être, à moins qu'il y ait blessure ou à moins qu'il y ait repos, ça va être assez difficile pour lui d'aller chercher des minutes. Peut-être au 3e match de phase de groupe, sait-on jamais. Possible. Sinon, ça m'étonnerait beaucoup. D'ailleurs, il y a une rumeur qui est sortie pas plus tard que cette semaine, à l'effet que Fenerbahçe serait intéressé à signer Yerry Mina après la Coupe du Monde. Donc, Très bien. on verra bien. Maintenant, on va continuer avec le Club des Ex. Cette semaine, on va parler d'un joueur, Alec, que t'aimes vraiment beaucoup. Une légende nord-américaine du Barça, Rafa Márquez, qui a pris sa retraite en club avec Atlas au mois d'avril dernier, mais qui a continué à représenter le Mexique depuis. Et qui a été sélectionné avec El Tri pour la Coupe du Monde. Ouais, en fait, Rafael Márquez, qui est une figure très importante du soccer au Mexique, hein, peut-être le meilleur joueur qu'on a eu de l'histoire avec peut-être un petit peu en dessous d'Hugo Sanchez. Rafael Márquez, quand même
3 Ligues des Champions, je pense, avec le Barça. Il était titulaire au Barça aussi. Donc pour moi, pour un joueur mexicain, on a jamais, moi de mon vécu, j'ai jamais vu un joueur de Mexique réussir autant que lui à l'étranger. C'est le joueur qui m'a donné envie de jouer au soccer, qui m'a donné envie de suivre le Barça. On en avait parlé au premier épisode, là, c'est Marquez qui m'a fait suivre le Barça. Il va jouer ce 5e mondial-là, je te dirais, parce qu'on n'a jamais réussi à le remplacer. On n'a pas eu d'autres leaders avec ce caractère. Rafael Marquez en sélection, c'est vraiment l'âme, le chef de cette équipe-là. C'est lui qui parle à tout le monde, qui place tout le monde, et depuis tout le temps, qui a été au Mexique, même depuis qu'il était très jeune. C'est pour ça qu'il a été capitaine dans les 4 mondiales qu'il a joué, ou dans les 3 derniers, si je ne me trompe pas. Donc il va au 5e mondial pour avoir ce record-là, ou pour avoir cette ligne de plus dans son palmarès, dans son CV, et aussi parce que c'est notre leader dans le vestiaire. Déjà, il y a déjà un scandale qui a explosé au Mexique, et Rafael Marquez a déjà rencontré tout le monde pour presque les engueuler, leur dire qu'est-ce que vous faites, on est une semaine du mondial, restez professionnel. Donc on voit déjà son apport. Ça fait 2 mondiales de suite qu'on se dit il va pas jouer, il est fini, et finalement il joue. Là j'ai envie de te dire, je sais pas trop ce qui va passer. Je pense pas qu'il va jouer les matchs importants. Je pense qu'un match par exemple contre la Corée, si le Mexique n'est pas encore qualifié, ou contre la Suède, peut-être qu'il va être sur le terrain pour encore une fois faire parler son leadership. Mais c'est surtout une question de caractère, leadership, que Rafael Marquez est là, parce que à son âge, son niveau a quand même considérablement blessé là, les dernières années. D'accord. Nico, quelques mots sur Rafa Marquez? Rafa Marquez, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'ai commencé à le connaître quand il était à Monaco, en 2000 environ. Et quand il a signé au Barça à l'époque, vraiment j'étais heureux, parce que déjà en France, c'était un très bon joueur. Il avait été élu meilleur défenseur à l'époque de Ligue 1. Et au Barça, il a vraiment démontré son talent. Il faisait des très bonnes passes, il était infranchissable. À l'époque, au Barça, c'était l'un de mes joueurs préférés. Vraiment, il était très beau à voir évoluer sur la pelouse. Pour moi, c'est un de mes coups de cœur pour un joueur. Donc, je suis content de sa carrière. Il mérite de finir sur une bonne note avec le Mexique, là. Donc, pour moi, c'est un grand bravo pour sa carrière. Parfait. Rappelons que seulement 2 autres joueurs dans l'histoire du foot ont réussi à jouer 5 mondiales. Il y avait Lothar Matthäus, le mythique joueur de la Mannschaft, et il y a Toto Carvajal, un gardien de but mexicain. Tu m'apprends quelque chose du Mexique. Moi, je le savais pas. Il a aujourd'hui 88 ans, Toto Carvajal. Ouais. Ça explique pourquoi je le savais. D'accord. Sinon, quelques infos rapides. Alenia qui s'est blessé malheureusement au tout dernier match de la saison avec le Barça B contre le Real Zaragoza. Un match qui avait aucune importance. Le Barça B était déjà relégué. Et ça, c'est des mauvaises nouvelles pour les Nord-Américains, parce que ça veut dire effectivement qu'on le verra pas à Dallas et on le verra pas en Californie non plus pour les 3 matchs de pré-saison. Mais espérons qu'il va revenir en pleine forme pour le début de saison et qu'il va revenir en tant qu'un membre de l'équipe A à part entière. Et ça lui fait mal à lui, parce que les matchs amicaux où les joueurs de la Coupe du Monde seront pas là, il aurait joué tous les matchs. Donc il aurait pu se montrer encore plus. Fait que moi je pense que ça fait mal à lui aussi pour la prochaine saison. C'est triste. D'accord. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de la Supercopa. Je pense que Nico, tu peux peut-être nous éclairer un peu là-dessus. J'ai entendu la rumeur la plus récente que j'ai entendu parler cette semaine, c'est que la RFEF, la Liga, le Sevilla FC et le Barça vont se rencontrer le 18 juin et qu'ils pourraient s'entendre de jouer la Supercopa comme un match unique à un stade neutre. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, en fait, il y a un peu une guerre entre la LFP et la Fédération espagnole de foot. Pourquoi? C'est une histoire d'argent, en fait. Il y a la Liga qui veut jouer sur 2 matchs, les 5 et 12 août. Mais pour un problème de calendrier, parce que le Barça revient des USA le 5 août, donc ça va être dur de jouer le match aller le 5 août. Et Séville joue également
des tours préliminaires pour l'Europa League. Donc, les dates à caser sont très difficiles. Donc, la Liga d'un côté veut ces deux dates-là, et de l'autre, il y a la fédération, la RFEF, qui veut jouer selon la volonté des clubs. Et il y a un point de convergence entre le Barça et Séville pour jouer un seul match. Ça serait le 12 août sur un terrain neutre. Le terrain neutre, ça serait le stade à Madrid, le Wanda Metropolitano, là où s'est jouée la finale de Copa del Rey. Donc, il y a une réunion qui va se faire entre tous les acteurs le 18 juin, et à partir de ça, on pourra connaître la date définitive. Voilà. Donc, au final, c'est vraiment une guerre entre fédération et ligue pour l'histoire d'argent de retransmission télé. Voilà. La Liga veut que le football espagnol soit le plus exposé possible. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent garder les deux dates. Et de l'autre, la fédération qui veut écouter les deux clubs et jouer un seul match. Parfait, merci pour ces informations, Nico. Si je peux emmener une petite touche nord-américaine maintenant à ces informations que tu viens de nous fournir. Le Barça est supposé jouer contre l'AC Milan à San Francisco le 4 août. Et je te dirais que les gens de San Francisco, plus précisément nos amis de la Peña de San Francisco, sont un peu nerveux par rapport à tout ce qui se dit dernièrement à ce sujet. Bon, on se demande est-ce que ce match va finalement être annulé, et si c'est le cas, ben il y a énormément de gens qui ont acheté des billets pour assister à ces matchs. Il y a énormément de gens qui ont planifié leurs vacances autour de ce match et même des activités qui ont été organisées autour de ce match. Donc c'est sûr qu'on a très très hâte d'entendre quelle sera la résolution qui va être annoncée et on espère que ce sera dans les plus brefs délais. Ouais, ça serait bien, ouais. Mais pour l'instant, j'ai entendu aucune rumeur pour une annulation de l'ACC à San Francisco. Je pense plutôt que ça serait des remplaçants, des joueurs non internationaux qui joueront à San Francisco. Et ensuite, le 5 en Espagne, ça sera les titulaires ou un maximum de joueurs internationaux qui pourront jouer. Et ça, après, on le saura vraiment à partir du 18. D'accord. Sinon, bon, il y a deux grosses nouvelles qui sont sorties depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Premièrement, je vais commencer avec la nouvelle qui date un peu plus. Ce renouvellement de Samuel Umtiti qui nous tombe du ciel et qui nous fait tous un énorme plaisir. Moi, je sais que ça fait des mois et des mois que j'en parle. Comment est-ce que tu reçois cette nouvelle, Nico? Eh bien, pour moi, c'est une bonne nouvelle que Samuel Umtiti prolonge. Mais c'est pas une surprise, parce que Umtiti adore le Barça, c'est son club de cœur. Donc, j'étais sûr qu'il allait re-signer. Il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait peut-être changer d'air, tout ça. Mais c'est juste un jeu. C'est un peu le rôle de son agent et lui, son rôle de faire monter les enchères. Donc, malheureusement, c'est le jeu actuellement. Mais pour moi, vraiment, j'ai été confiant. Alec? Ouais, la même chose, moi je commençais à m'inquiéter en fait. Tu sais, sa clause de 60 millions, Manchester United qui commençait à tourner autour. Titi qui disait rien. En même temps, bon, c'était pas trop son rôle de dire quelque chose pendant qu'il y a des négociations. Ça commençait à traîner. Honnêtement, je commençais à être un petit peu sceptique. Mais finalement, la prolongation, pardon. Comme Nicolas a dit, son club de cœur. Donc d'un côté, on se disait qu'elle allait peut-être finalement rester. Donc oui, ben, très content en fait, parce que pour moi, Umtiti, c'est le futur du Barça là, en défense centrale. Moi, je dirais que j'étais un peu inquiet que cette prolongation tarde. On a vu l'effet que ça a possiblement eu sur son mental dans les derniers matchs de la saison du Barça, surtout depuis cette entrevue qu'il avait accordée à Canal+. Et j'étais inquiet que ça ne puisse pas se régler avant la Coupe du Monde et que ça lui reste derrière la tête pendant toute cette Coupe du Monde. Exact. Là, j'ai l'impression que ça va vraiment être un poids qui va être ôté de sur ses épaules et qui va pouvoir performer au sommet de ses moyens pendant cette Coupe du Monde, maintenant qu'il peut laisser cette histoire derrière lui.
Rappelons qu'il a renouvelé son contrat pour 5 ans, donc jusqu'à 2023. Et on parle d'une clause de 500 millions d'euros. Une clause libératoire de 500 millions d'euros, pardon. Maintenant, l'autre grande nouvelle qui est sortie hier, une légende du Barça qu'on aime tous, je pense qu'il a fait l'unanimité pendant son passage et même depuis son départ. Eric Abidal qui remplace Robert Fernandez comme secrétaire technique au Barça, donc c'est lui qui va jouer un peu le rôle, disons, de liaison entre le directeur sportif et l'équipe première. Bon, pour commencer, Nico, étant donné que tu t'y connais vraiment beaucoup en ce qui a trait à tout ce qui est institutionnel au Barça, c'est quoi le rôle du secrétaire technique vis-à-vis celui du directeur sportif? Pour moi, le rôle, c'est vraiment être une liaison entre la direction et l'équipe. C'est dialoguer, c'est apaiser les tensions s'il y en a. Pour moi, c'est ça. Après, ça peut évoluer selon les personnes et tout, parce que les missions peuvent évoluer. Mais pour Abidal, ça sera vraiment ça, sa première mission. Ça sera dialoguer, être une sorte de médiateur entre la direction et les joueurs. Est-ce que tu peux imaginer que Abidal pourrait être impliqué, disons, dans les transferts ou dans le recrutement de la même façon que Robert Fernandez l'a été? Ça, c'est indéniable, parce qu'il connaît beaucoup de joueurs, il connaît les Français, donc il sera impliqué pour les transferts. Et notamment, il y a une source qui dit que suite à l'arrivée de Abidal, il faut s'attendre à l'arrivée de un ou plusieurs joueurs français. Oh. Est-ce qu'on parlerait par hasard d'un certain Antoine Griezmann, Nico? Oui, c'est ça. Voilà. Et je pense qu'Antoine Griezmann devrait confirmer ou nier hors de tout doute d'ici au 14 juin prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Il l'a dit, je pense, la semaine passée, qu'il allait annoncer une nouvelle avant le mondial. Donc, effectivement, avant le 14 juin. Et je pense que c'est une bonne idée, là, pour pas avoir tout ça là, dans la tête pendant cette compétition-là. Maintenant, il se passe beaucoup de choses dans la direction au Barça. Là, on parle de Abidal qui vient, Robert qui s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire un peu pour Pep Segura? Parce que, bon, pour l'instant, il est toujours en poste, mais il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour d'un remplaçant potentiel. On parle de Jordi Cruyff, on parle même de Carles Puyol. Qu'est-ce qu'on raconte là-dessus en Europe, Nico? On raconte beaucoup de choses, mais la vérité, c'est que le Barça peut sortir une surprise. La preuve avec Abidal. Personne n'a sorti le nom d'Abidal. On a sorti le nom de Thierry Henry, d'autres personnes, mais personne n'a sorti Abidal. Donc moi, je ne fais pas attention à ces rumeurs-là, parce que Jordi Cruyff n'a pas parlé avec Bartomeu depuis plusieurs mois. Donc ça semble peu probable que Jordi Cruyff vienne au Barça. J'imagine qu'il y aura des nouveaux noms qui vont arriver et qu'on n'a pas vu dans la presse. Donc, si je comprends bien, les jours de Pep Segura au Barça seraient également comptés? Ça, c'est possible. Il y a une réunion lundi après-midi qui sera rendue publique lundi soir. Donc, ça peut être l'éviction de Pep Segura, l'arrivée d'une nouvelle personne. Vraiment, là, les jeux sont ouverts. On peut faire plein de pronostics, mais celui qui va découvrir la vérité, vraiment, il aura eu le bon flair, mais ça sera très dur. D'accord. Et bon, par rapport à la politique sportive interne, disons, est-ce que tu penses que l'arrivée d'Eric Abidal augure bien pour nos jeunes talents issus de la Masia? Oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que Abidal connaît la culture Barça, il connaît l'ADN Barça, donc c'est une bonne nouvelle. Après, c'est pas que lui,
mais c'est également l'entraîneur du Barça B, Pimienta, qui est arrivé, qui a fait monter les juvéniles A. Donc ça, pour moi, c'est encore une meilleure nouvelle. D'accord. Et maintenant, il y a deux autres personnes que les gens de ta génération et la mienne, Nico, connaissent bien et aiment beaucoup. Guillermo Amor et José Mari Baquero. Oui. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes qui tournent autour de de leur possible départ ou bien de leur maintien en poste. Est-ce que tu crois que il y a des chances qu'ils puissent rester et poursuivre l'aventure au Barça? Il y a des chances. Après, ils ont fait une interview il y a quelques jours et ils ont dit que pour l'instant, eux, ils avaient reçu aucune nouvelle. Donc pour eux, ils restent. Mais après, comme ça s'est fait pour Robert Fernandez, il a su, lors d'une réunion qui a duré 5 minutes, qu'il partait. Donc tout va très vite. Voilà. Le jour J, il peut dire qu'il reste, qu'il n'a pas de nouvelles. Le lendemain, en 5 minutes, il est débarqué. Donc ça va très vite. Maintenant, pour revenir à Thierry Henry, moi, les informations que j'ai entendues cette semaine, c'était à l'effet que Thierry Henry intégrerait le staff technique, mais pas dans un poste de direction, mais plutôt dans un poste d'entraîneur adjoint. Est-ce que tu penses que après cette Coupe du Monde, le moment serait bien choisi pour Thierry Henry de faire le saut en football de club? Bonne question. À vrai dire, je ne sais pas vraiment ce qu'il a apporté avec la Belgique. Donc pour moi, c'est l'inconnu. C'est le grand flou. Toi, Alec, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que cette rumeur, elle sort de nulle part. En fait, il est adjoint avec la Belgique en Coupe du Monde. Il parle de ses envies d'être entraîneur principal d'une équipe première. Je sais pas, honnêtement. Entraîneur adjoint du Barça, je pourrais y croire. C'est un peu comme... pour prendre des galons encore plus là, comme entraîneur, pour avoir de l'expérience proche du terrain, il connaît le Barça. Je pense que Valverde serait un bon mentor aussi. Donc je pense que Thierry Henry, j'aimerais le voir en fait entraîneur adjoint au Barça. Mais si ça serait un autre poste, je trouverais ça bizarre. Enfin, à moins que ça soit entraîneur dans peut-être des juvéniles, que Pimienta vient de partir, un truc comme ça. Mais moi, honnêtement, cette rumeur-là m'a énormément surpris. Énormément. Ça fait quand même plusieurs années que Thierry Henry fait ses classes à différents niveaux. Bon, il a commencé à faire ses classes au sein d'Arsenal jusqu'à ce que Arsène Wenger lui donne ce fameux ultimatum qu'il devait quitter son poste à Sky Sports pour s'adonner à son poste d'entraîneur à temps plein avec Arsenal, chose qu'évidemment Thierry Henry a refusé. Ce poste avec la Belgique, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un tremplin, c'est une suite logique dans sa progression. Bon, là il agit à titre de deuxième assistant avec l'équipe belge. Il apprend quelque chose de différent, il va vivre une grande expérience, une Coupe du Monde avec la Belgique, mais une fois que la Coupe du Monde est terminée, je pense que selon moi ce serait pas fou d'envisager que Thierry Henry relève un défi plus permanent en club. Et bon, c'est sûr que le Barça est resté proche de son cœur. Hein? Absolument. Et il a l'air très patient. Je pense que ce qui est très bien pour la suite de sa carrière, on en parlait tantôt en off avec Michael. Gerrard, il est déjà entraîneur-chef. Lampard aussi. Seedorf aussi. Seedorf n'a pas pris de temps du tout, en fait. Même Pippo Inzaghi. Donc Henry a l'air vraiment de vouloir prendre son temps. Il avait dit en entrevue souvent, il dit je veux bien faire les choses tranquillement, apprendre des meilleurs. Donc ce serait bien en fait de l'avoir au Barça. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup ce genre de cheminement-là et comme on parlait en off justement, Alec et moi, c'est une inquiétude que j'ai avec Xavi. J'ai l'impression que Xavi, malgré lui, avec toutes les offres qui vont lui tomber dessus, il pourra même pas avoir le choix d'avoir la même patience. Ouais, après Xavi, je pense que c'est
J'ai l'impression que c'était un joueur qui était entraîneur en même temps. Je pense que, tu sais, j'ai l'impression qu'il a commencé à... Tu sais, tu le voyais des fois quand il parlait Guardiola, il parlait de tactique. Honnêtement, Xavi, c'était Guardiola, mais sur le terrain, tu sais. Donc après, c'est dur à dire. Je pense que pour être coach, il faut pas non plus seulement être un crack tactique. Hein. Je pense qu'il faut savoir gérer un groupe, gérer des égos, gérer un effectif sur le long terme. Moi, ce qu'il va le faire, moi, je le vois peut-être finir son contrat au Qatar presque comme entraîneur-joueur, un truc comme ça. Mais ouais, j'ai peur aussi qu'il aille direct dans le grand bain, qu'il se plante. Hein. On veut pas que Xavi se plante du tout. Mais bon, c'est à voir. Nico? Oui, c'est vrai que ça peut être bien que Xavi revienne, pas tout de suite dans le grand bain, qu'il prenne un peu ses remarques, ses marques, pardon. Après, j'ai bien aimé votre réflexion sur Thierry Henry. C'est des choses que je ne vous ai pas pensé, donc j'ai bien aimé votre réflexion sur ça. Et après, pour Xavi, je pense qu'on va le revoir au Barça dans quelques années, pas tout de suite, parce qu'il veut vraiment arriver au Barça en étant mûr. Et il va prendre le temps. Je suis sûr qu'il va prendre le temps et qu'il va arriver au Barça avec une idée et qui sera prêt quand il sera au Barça. Parfait. Donc, ça conclut les sujets qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Mais avant de se quitter, Nico, je vais te laisser la chance de faire des annonces s'il y a des événements ou s'il y a quelque chose que tu voulais, des informations que tu voulais partager avec nos auditeurs. D'informations sur les PNIS. Il y aura donc un congrès mondial des PNIS au mois d'août à Barcelone. Il y aura également une assemblée générale de la fédération. Une date à déterminer encore. Ça peut être en même temps que le congrès mondial ou après, en septembre-octobre. Excellent, Nico. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et je rappelle aussi à nos auditeurs que vous pouvez maintenant suivre Nicolas Fayet sur Daily Barça en tant que notre tout nouveau modérateur. Et il partage toujours des bonnes informations et des informations qui sont toujours très pertinentes par rapport au Barça. Donc, merci beaucoup, Nico, d'avoir fait partie de cette émission avec nous. Merci à vous. Et on se dit à un prochain épisode, assurément. Ciao. Au revoir. Au revoir, salut. Merci à tous.